Bonjour, je suis le docteur Guillaume Font, je suis psychiatre à Marseille et aujourd'hui je vais vous présenter les résultats de la cohorte Face Schizophrénie et plus particulièrement les liens entre l'inflammation et le traitement de la maladie. Bonjour à tous, je suis ravi de revenir présenter ces résultats puisque j'avais présenté la première partie il y a maintenant un peu plus de 3 ans, c'était en janvier 2016, donc depuis mes cheveux ont repoussé. Et maintenant, je suis à Marseille. Donc j'ai été coordinateur du réseau schizophrénie avec le professeur Lorca pendant 5 ans. Et donc c'est toujours un plaisir de revenir. Et maintenant, je suis en charge aussi des thématiques de développement interréseau sur dépression résistante et schizophrénie à Marseille pour pouvoir promouvoir l'harmonisation de nos données et de la recherche transnosographique. Alors, un petit rappel de la question qui nous réunit aujourd'hui. Lorsqu'on présente l'histoire du traitement des maladies mentales, souvent dans les enseignements de DES, de psychiatrie, ça commence par une période préhistorique qui est jusqu'en 1952, et puis on dit 1952, découverte de la chlorpromazine dans la schizophrénie, Henri Laborie et Délé Denneker, et on commence l'histoire du traitement de la schizophrénie à ce moment-là. Et on oublie que dans les années 20, en 1918, une thérapie avait été développée qui a été le traitement de référence de la schizophrénie et des troubles mentaux sévères, qui était la pyrétothérapie, donc la thérapie basée sur la fièvre. Et une des utilisations de la pyrétothérapie était la malariathérapie, donc l'utilisation de l'agent du paludisme inactivé qui allait déclencher une fièvre chez les patients qui avaient des schizophrénies. Et cette fièvre pouvait améliorer les symptômes chez certains patients. C'est cette thérapie qui a donné le premier prix Nobel de psychiatrie au monde. C'était en 1927, avec un collègue autrichien, que vous voyez ici, le docteur Joreg. Et on a oublié ensuite cette thérapie dans les années 30, puisqu'elle a été remplacée par les thérapies de choc, la cure de Sackel, l'électroconvulsivothérapie et la lobotomie frontale. Et on est revenu ensuite sur la question de l'inflammation à la fin du XXe siècle, pour tout un tas de raisons. D'une part, on commençait à atteindre un plafond de verre avec la théorie monoaminergique, donc avec les antipsychotiques, les antidépresseurs qui visaient des neurotransmetteurs comme la sérotonine, la dopamine. Et on constatait qu'on avait une amélioration frappante chez un grand nombre de patients, mais aussi des patients qui ne répondaient pas ou pas suffisamment à nos traitements. Et surtout, on n'avait pas dit, une fois qu'on avait évoqué donc, la perturbation de la dopamine, on n'avait pas dit d'où venait cette perturbation de la dopamine. Donc on pouvait dire que finalement, traiter la schizophrénie par un antipsychotique, ça pouvait être comparé à mettre du paracétamol dans la fièvre. On fait baisser la fièvre, on améliore les symptômes, on permet aux patients de se sentir mieux et de vivre une vie plus agréable, mais on n'a pas forcément traité la cause de la perturbation. Et parmi ces causes, l'inflammation est revenue sur le devant de la scène pour plusieurs raisons. D'une part, il y a eu des études animales qui ont montré ce qu'on appelait le sickness behavior, le comportement de maladies liées à la fièvre, dont certains symptômes pouvaient évoquer des maladies mentales comme la dépression, donc le fait d'être plus replié sur soi, d'avoir un niveau de douleur augmenté, des perturbations du sommeil, de l'alimentation, des perturbations de l'humeur et des interactions sociales, tout ceci est retrouvé dans des modèles animaux induits par de l'inflammation. Et puis surtout, chez l'être humain, il y a eu la première preuve expérimentale qu'un traitement immunomodulateur pouvait déclencher des troubles psychiatriques. C'était avec un traitement de l'hépatite C, l'interféron, et 1/4 des patients déclenchaient une dépression caractérisée sous un traitement immunomodulateur. Et à partir de là, donc ça a été l'explosion. Donc vous voyez ici la cascade inflammatoire. L'inflammation, c'est une réaction normale de notre organisme face à une agression qu'elle soit physique comme une plaie, qu'elle soit biologique comme une infection, ou psychique, comme un psychotrauma. Il y a des études qui démontrent que les traumatismes psychiques peuvent augmenter le risque d'inflammation. Et ici, vous voyez la synthèse de l'état des connaissances dans 2 grandes pathologies mentales, 2 troubles sévères, la schizophrénie et la dépression. Et vous voyez en fait que nos patients qui sont donc diagnostiqués avec des symptômes cliniques, donc qui ont été regroupés de façon statistique avec le DSM et la CIM, ont des signatures immuno-inflammatoires différentes. C'est-à-dire qu'en fonction de la présentation psychiatrique du patient, on va retrouver des perturbations biologiques qui ne sont pas les mêmes selon le trouble psychiatrique.
On ne va pas rentrer dans le détail des cytokines qui sont perturbées, mais on peut constater qu'il y a à la fois des ressemblances et des différences. Et parmi les ressemblances, par exemple, vous voyez qu'à la fois dans la schizophrénie et dans la dépression, il y a une augmentation de l'interleukine 6, et que cette interleukine va augmenter en cascade la C-réactive protéine, qui est le marqueur de l'inflammation que nous dosons en pratique courante. Alors, à partir de ces connaissances, qu'est-ce qu'on a essayé de faire sur le réseau des centres experts schizophrénie? Actuellement, nous avons une cohorte en schizophrénie, la cohorte FACE schizophrénie, qui a plus de 1000 patients qui ont été vus en visite initiale de suivi. Donc 1000 patients qui ont reçu 2 jours d'évaluation complète et qui vont être revus une fois par an pendant 3 ans. Pour la description, on est en train de parler donc de patients qui ont une moyenne d'âge de 32 ans, ce qui est par exemple plus jeune que dans la cohorte des patients bipolaires, qui ont une durée de maladie d'environ 11 ans, donc ce qui veut dire qu'ils ont déclenché des maladies autour de l'âge de 20 ans, ce qui est classique dans la maladie. Et c'est assez important parce qu'en fait, toute une partie des discussions va concerner la représentativité de notre cohorte. Est-ce qu'on peut extrapoler nos résultats à tous les patients qui souffrent de schizophrénie? Évidemment, la réponse est non, mais elle est non pour la plupart des études, c'est-à-dire qu'on conduise une étude dans des établissements de soins hospitaliers, des études sur un réseau de soins comme on l'a actuellement. Il est très difficile de représenter la totalité des patients qui ont la schizophrénie, et notamment ceux qui ne viennent pas dans les centres de soins, et donc dont nous n'avons aucune représentativité. Toutefois, nous avons aussi des arguments forts pour dire que notre cohorte, elle a quand même une forte représentativité parce que nous avons un âge de début de la maladie, nous avons des taux d'addiction, nous avons une durée de psychose non traitée qui sont cohérents avec la littérature internationale et nationale. Donc nous avons aussi des arguments pour dire que nous sommes capables, et 1000 patients, c'est déjà énorme, donc nous sommes capables en tout cas de donner une photographie d'une partie conséquente de la population avec schizophrénie, notamment la partie qui consulte dans le système de soins hospitaliers. Donc à partir de là, notre question était, nous savons qu'il y a des perturbations inflammatoires chez les patients qui ont des schizophrénies. Quelles sont les sources de l'inflammation? Quelle est la conséquence d'une inflammation chronique de bas grade? Donc l'inflammation chronique de bas grade, l'idée c'est que notre corps se défend contre une agression, et s'il y a des perturbations, il va continuer à se défendre même si l'agression n'est pas présente, ou alors si l'agression est bien présente et qu'elle est permanente, comme par exemple une exposition au tabac. Ça, on va pouvoir en reparler. Et donc, au début, l'inflammation est salutaire, elle permet de se défendre, et par contre, si le mécanisme commence à se chroniciser, là, l'inflammation va commencer à attaquer le corps lui-même, en fait. C'est-à-dire que ça va perturber tout un tas de fonctions, et les systèmes sont très reliés les uns aux autres. Le système de l'inflammation est relié au système du stress oxydatif, qui est relié au système hormonal, qui est relié à l'axe du stress, le système du cortisol. Et tout ceci va commencer à dysfonctionner. Alors voici plusieurs pistes qui ne sont pas exhaustives, que nous avons explorées dans les sources potentielles d'inflammation dans la schizophrénie. Je dis qu'elles ne sont pas exhaustives parce qu'en 2015, nous avons fait une mise à jour des données que nous recueillons dans les centres experts. Donc, le principe de la cohorte FACE, c'était que ce soit une cohorte dynamique, c'est-à-dire qu'elle puisse évoluer avec le temps en fonction des découvertes de la recherche et des nouvelles questions que posait la recherche. Et dans la version initiale de la cohorte FACE, il y avait certaines dimensions qui n'étaient pas encore explorées et qui vont être explorées dans un deuxième temps. Et je pense notamment aux conditions de style de vie, le lifestyle comme on dit en anglais, et notamment le sommeil qui était déjà recueilli dans la cohorte bipolarité mais pas en schizophrénie, l'activité physique et le régime alimentaire. Donc par contre, nous avions déjà, dès la version initiale de la cohorte, identifié plusieurs facteurs qui pouvaient influencer l'inflammation, et notamment l'exposition à des infections. Donc, je vous ai parlé des 3 sources d'inflammation, physique, biologique et psychique. Dans la cohorte de schizophrénie, nous avons implémenté la sérologie de la toxoplasmose. La toxoplasmose, c'est le parasite le plus fréquent à la surface de la planète. C'est celui qui contamine 1/3 des êtres humains et 43% des Français. On a un taux de prévalence de la toxoplasmose qui s'améliore en population française. On était à 80% dans les années 60 et cela vient des conditions alimentaires parce que la toxoplasmose se transmet majoritairement par de la viande crue, donc le steak tartare par exemple, du fromage de chèvre non pasteurisé, mais aussi avec du jardinage en ne se lavant pas les mains si on a été en contact avec des déjections de chat, parce que le chat est l'hôte définitif de la toxoplasmose. Et nous avons dosé la sérologie de nos patients et nous avons vu que, contrairement à la population française,
3/4 des patients qui ont des schizophrénies ont une toxoplasmose latente. 3/4 versus 43% dans la population générale. On avait déjà trouvé ça dans une étude antérieure à Créteil chez les patients hospitalisés et aussi bien dans la schizophrénie que le trouble bipolaire. Et nous avons fait une méta-analyse avec des collègues hollandais qui démontrent que la toxoplasmose est associée à un risque accru de schizophrénie mais aussi de troubles bipolaires. Et nous avons pu démontrer aussi que ce risque existait avant le déclenchement de la maladie. Ce qui signifie que l'argument que les patients, par exemple, se lavent moins les mains ou cuisent moins leur viande de par leur maladie mentale n'est pas retenu. Donc il y a un fort argument épidémiologique pour lier la toxoplasmose avec le risque de schizophrénie. Et nous avons aussi constaté que les traitements antipsychotiques modulent l'activité de la toxoplasmose. C'est ce qu'on appelle les traitements TATA, traitements avec activité antitoxoplasmique. Certains traitements que nous prescrivons tous les jours inhibent la réplication du parasite. Une fois qu'on est infecté à la toxoplasmose, c'est pour la vie. Le parasite va se loger dans le cerveau, va former des kystes, et ces kystes vont pouvoir se réactiver, et notamment dans des perturbations immuno-inflammatoires. La toxoplasmose est revenue sur le devant de la scène avec le VIH dans les années 90, puisque c'est comme ça que le VIH a été identifié initialement. C'était des personnes qui faisaient des toxoplasmoses cérébrales, qui avaient une immunodépression. Donc la question est, chez nos patients, est-il possible que des perturbations immuno-inflammatoires soient associées à des réactivations de la toxoplasmose et que ces réactivations puissent expliquer, par exemple, des épisodes psychotiques, des réhospitalisations, une résistance au traitement. Donc, 3/4 des 250 patients à qui nous avons fait une sérologie toxoplasmique avaient une sérologie positive et nous avons retrouvé que le fait d'avoir été exposé à la toxoplasmose était associé à une inflammation périphérique de bas grade augmentée chez ces patients. Nous avons également trouvé que le fait d'être toxopositif était associé à des niveaux plus élevés de symptômes négatifs et de symptômes excités et également associé à plus de symptômes extra-pyramidaux sous antipsychotiques. Alors, l'explication de cela, elle est complexe, c'est que la toxoplasmose est capable de moduler in vitro les neurones dopaminergiques. Donc le toxoplasme rentre à l'intérieur de la cellule, est capable de moduler l'expression génétique des neurones et donc le relargage potentiel de dopamine. Alors, je vous ai parlé de l'activité antitoxoplasmique des antipsychotiques et il y avait déjà des données qui suggéraient que certains antipsychotiques in vitro, notamment l'halopéridol et le risperidone, pouvaient moduler l'inflammation dans des sens qui n'étaient pas toujours très clairs, parfois vers l'augmentation, parfois vers la diminution. Donc nous sommes allés regarder chez les patients qui consultaient au centre expert, est-ce qu'il y avait un lien entre le traitement antipsychotique qu'ils recevaient et le fait d'avoir une inflammation périphérique dans le sang. Et ce que nous avons trouvé, c'est que les patients qui étaient traités par kétiapine, le Xeroquel, par siamémazine, le tertian, avaient des niveaux plus élevés d'inflammation. Et à l'inverse, les patients qui étaient traités par aripiprazole, l'Abilify, ou par Depakote, le valproate, avaient des niveaux plus bas d'inflammation. Tout ceci, évidemment, est pris en compte avec les facteurs d'ajustement potentiels, notamment âge, sexe, tabagisme, syndrome métabolique, on va y revenir. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Il y a plusieurs explications possibles. Pour le valproate est un des traitements, la Depakote, donc un régulateur d'humeur, mais qui est prescrit aussi dans la schizophrénie, dans les troubles schizoaffectifs, a une forte activité antitoxoplasmique. Donc il est possible d'imaginer qu'en inhibant la toxoplasmose, on inhibe l'inflammation et on a des niveaux réduits d'inflammation. Mais les études in vitro ont aussi démontré que le valproate avait des propriétés anti-inflammatoires intrinsèques. À l'inverse, pour la kétiapine, il y a des études in vitro qui ont démontré que la kétiapine diminue une cytokine anti-inflammatoire. Donc certaines cytokines augmentent l'inflammation, d'autres l'inhibent. Et donc c'est une balance. Et donc là, si on inhibe un inhibiteur, du coup, on va faire monter potentiellement l'inflammation chez les patients. On n'a pas de données sur la siamémazine, parce que c'est un antipsychotique qui est très peu prescrit ailleurs qu'en Europe occidentale, et notamment qui n'est pas prescrit sur le marché américain. Et nous n'avons pas d'explication non plus sur l'aripiprazole, parce que la première explication qui viendrait à l'idée, c'est l'effet sur le syndrome métabolique et le poids, parce que l'aripiprazole est un des antipsychotiques qui ne fait pas prendre de poids, mais nos résultats étaient ajustés sur le poids des patients.
Alors ensuite, il y a la question de la dépression et des antidépresseurs. Ici, vous avez les résultats d'une étude qui a été publiée dans le British Journal de Psychiatry il y a 1 an sur la dépression des patients qui ont des schizophrénies. La moitié des patients qui consultent au centre expert pour une schizophrénie ont un problème de dépression. Parmi cette moitié, il y en a un tiers qui ont une dépression qui est correctement traitée et diagnostiquée, un tiers qui ont une dépression qui est correctement diagnostiquée mais qui présente une résistance au traitement antidépresseur, et un tiers qui n'est ni diagnostiqué ni traité avant l'entrée au centre expert, c'est-à-dire que les patients sont en état de dépression caractérisée non traité au moment de l'évaluation. Et parmi ces patients qui ont un problème de dépression traité par antidépresseurs, donc 44% ne répondent pas correctement aux antidépresseurs. Par contre, on a trouvé aussi que le fait d'avoir des antidépresseurs diminuait le niveau symptomatique de la dépression, donc les antidépresseurs, a priori, sont quand même efficaces dans la schizophrénie, malgré ces 44% de réponses insuffisantes de non-rémission. Donc la recommandation est toujours le traitement antidépresseur en cas de dépression diagnostiquée dans la schizophrénie. Et donc ces résultats ont été mis en miroir avec l'inflammation. On a voulu regarder ce qu'il en était et on s'attendait à trouver que la dépression était associée à l'inflammation, comme ça a été démontré dans une étude à Marseille, dans une population d'hôpital de jour. Et c'était cohérent dans les populations qui n'avaient pas de schizophrénie, où la dépression a été très clairement associée à l'inflammation. Et nous, ce qu'on a trouvé dans la cohorte FACE, c'est que c'était non pas la dépression, mais les antidépresseurs qui étaient associés à plus d'inflammation. Alors il peut y avoir une explication à cela. Et parmi les explications possibles, il y a le fait que parmi les antidépresseurs les plus associés à l'inflammation, il y avait la clomipramine qui est un tricyclique. Et il a été démontré que la clomipramine pouvait activer un gène de l'expression de l'inflammation. Vous voyez ici le P2X7. C'est une hypothèse qui peut expliquer nos résultats. Ensuite, on a cherché à comprendre si on avait un moyen, dans une approche de médecine de précision, d'identifier cliniquement les patients qui avaient une dépression inflammatoire. Est-ce qu'il y a un moyen cliniquement de repérer les patients qui ont plus de chances d'avoir une dépression inflammatoire que les autres sans doser la CRP par exemple? Malheureusement, nos résultats ont montré qu'il n'y avait aucune différence de présentation clinique entre la dépression non inflammatoire et la dépression inflammatoire chez les patients de la cohorte FACE, schizophrénie. Par contre, ce que l'on a retrouvé, c'est que la dépression inflammatoire était elle aussi associée à des taux plus élevés de toxoplasmose et de syndrome métabolique. Donc on a potentiellement 2 cibles pour aller améliorer le traitement de la dépression inflammatoire dans la schizophrénie. Alors ensuite, la question du tabac. Le tabac est une problématique qui nous concerne particulièrement en schizophrénie, mais qui concerne en fait tous les troubles psychiatriques sévères, puisque nous avons 52% de nos patients qui sont fumeurs et parfois gros fumeurs. En anglais, hard smoker est défini par plus de 25 cigarettes par jour. Et on sait que les patients qui ont des schizophrénies ont des dépendances à la nicotine plus sévères que la population générale des fumeurs en France. En France, dans une population d'âge moyen de 40 ans, on a actuellement 30% de fumeurs et on compte parmi les pays européens les plus mal classés sur la question du tabagisme. C'est-à-dire qu'on a encore des prévalences de tabac bien supérieures à la plupart de nos voisins européens. Et même chose pour l'alcool. Et donc pour les patients, ce que nous avons retrouvé, c'est que l'inflammation était associée non seulement au fait d'être fumeur, mais aussi à la dépendance à la nicotine, avec une association forte. Alors, comment expliquer cela? Il y a plusieurs explications possibles, et parmi les choses frappantes que je ne savais pas, que j'ai découvert avec cette étude quand nous l'avons menée, c'est que la nicotine est un anti-inflammatoire. La nicotine se lie aux globules blancs et module l'inflammation dans le sang. Donc il y aurait une hypothèse qui pourrait suggérer que les patients pourraient s'auto-médiquer, entre guillemets, avec la nicotine, en absorbant de la nicotine, qui pourrait peut-être leur faire ressentir une amélioration de leur inflammation. Il y a aussi tout un tas d'autres mécanismes qui peuvent être expliqués par la variation aussi des niveaux d'antipsychotiques, évidemment. Donc les traitements étaient pris en compte dans l'ajustement de nos résultats. Et puis une autre explication est qu'il y aurait potentiellement des gènes de vulnérabilité communes à l'inflammation et à la dépendance à la nicotine.
Enfin, nous nous sommes intéressés à une des plus grandes sources d'inflammation chez nos patients, c'est l'obésité abdominale. L'obésité abdominale, elle est définie par une augmentation du tour de taille associée à une augmentation des triglycérides. Et on a pu démontrer dans la cohorte schizophrénie que 3/4 des patients qui avaient un surpoids ont une inflammation périphérique. Donc si on cherche un repérage clinique des personnes les plus à risque d'inflammation, les fumeurs en surpoids sont déjà une sous-population à risque d'inflammation chronique. Et même chose pour les traitements antidépresseurs ou la dépression dans la cohorte schizophrénie. Alors voici pour les sources potentielles. Donc on va aller explorer ensuite l'activité physique dont on sait qu'elle a une forte activité anti-inflammatoire, parce que quand je fais de l'activité physique en phase aiguë, je vais liser des muscles, ça va déclencher de l'inflammation. Par contre, dans la phase de résolution, le corps va déclencher des mécanismes anti-inflammatoires et ces mécanismes pourraient potentiellement améliorer l'inflammation. En tout cas, c'est déjà démontré dans d'autres populations avec des maladies chroniques, notamment cardiovasculaires et inflammatoires. Il y a aussi le sommeil. Plus j'ai de l'inflammation, plus j'ai des troubles du sommeil, plus j'ai des privations de sommeil et plus je développe de l'inflammation. L'association va dans les deux sens dans les populations non schizophréniques. Et évidemment, il y a aussi l'influence du régime alimentaire. Le régime alimentaire peut être puissamment inflammatoire en fonction de la nature des aliments que nous ingérons. Et donc, nous sommes allés regarder maintenant les conséquences potentielles chez les patients qui souffrent de schizophrénie. Et nous sommes allés regarder s'il y avait un lien entre l'inflammation périphérique et la résistance au traitement. Et ce que nous avons trouvé, c'est que l'inflammation périphérique est associée à l'ultra-résistance dans la schizophrénie. Comment définit-on l'ultra-résistance? L'ultra-résistance, c'est le fait d'être traité par clozapine et d'avoir encore des symptômes modérés à importants, donc un score de PANSS supérieur à 70 ou 75 selon les auteurs. C'est ce que nous avons retenu comme critère et nous avons trouvé, après ajustement sur tous les facteurs confondants, que le fait d'avoir une inflammation périphérique était associé au risque d'être ultra-résistant, ce qui concernait 10% des patients qui consultent au centre expert schizophrénie, 10% des patients traités par clozapine qui avaient encore des symptômes modérés à sévères. Et un des plus grands résultats que nous avons trouvé, qui a été publié dans Schizophrénia Bulletin, c'est celui-là, c'est l'association entre l'inflammation périphérique de bas grade et l'infléchissement cognitif dans la schizophrénie. Vous savez comme moi que les patients qui ont des schizophrénies ont une diminution de leurs fonctions cognitives et que ces fonctions cognitives sont capitales pour la vie quotidienne de nos patients, pour organiser leur vie et pour leur qualité de vie. Or, actuellement, le traitement de référence des troubles cognitifs, c'est la remédiation cognitive et nous avons très peu de traitements étiologiques, biologiques pour améliorer ou prévenir le déficit cognitif. Une des théories, c'est la théorie de l'inflammaging, l'inflammation liée à l'âge ou le vieillissement cellulaire lié à l'inflammation, selon le sens dans lequel on le prend. L'idée, c'est que si mon corps est en permanence en train de lutter contre ce qu'il perçoit comme une agression, donc il déclenche de l'inflammation, ça va accélérer son vieillissement. Et donc c'est pour ça que l'inflammation est retrouvée dans toutes les maladies neurodégénératives et les maladies chroniques associées à du vieillissement cellulaire. Et ici, donc, nous avons pu démontrer, c'était en 2016, début 2016, que les patients qui avaient de l'inflammation périphérique avaient des scores cognitifs plus impactés, et ce, de façon très élargie, mais notamment sur le quotient intellectuel général et sur le raisonnement abstrait. Et donc tout ceci ajusté sur les facteurs confondants classiques. Donc pour la première fois, on avait une piste étiologique pour le traitement des troubles cognitifs avec une stratégie anti-inflammatoire chez les patients qui ont des schizophrénies. Alors une autre chose que nous avons retrouvée et qui était classique dans la littérature, c'est que l'inflammation était retrouvée plus fréquemment chez les femmes. Et dans la cohorte phase schizophrénie, il y a un résultat qu'on n'attendait pas du tout, c'est que les femmes avec schizophrénie avaient des scores cognitifs plus impactés que les hommes, alors qu'on attendait l'inverse par rapport à la littérature. Il y a plusieurs explications pour ça. Donc, une des explications est l'inflammation périphérique de bas grade. Une autre explication possible, c'est que dans la cohorte schizophrénie, je vous ai présenté au début l'âge moyen et le profil de nos patients. Ils ont la plupart entre 16 et 45 ans. Et on sait que dans la cohorte schizophrénie, on a une sous-représentation des schizophrénies à début tardif qui sont plus fréquentes chez les femmes. Donc, une des explications serait que dans la littérature internationale,
les femmes ont un meilleur score cognitif parce qu'il y a plus de schizophrénie à début tardif et que l'impact cognitif serait d'autant plus fort que la schizophrénie commence tôt dans la vie, ce qui pourrait paraître logique au vu de l'hypothèse de la neuroprogression. Et donc tout récemment, nous sommes allés regarder la question de la santé sexuelle de nos patients. Donc parmi les réflexions de 2015, on en a parlé donc entre cliniciens, on s'est dit qu'on n'évaluait pas les effets secondaires sexuels de nos traitements, alors que c'était une dimension capitale pour le soin, pour l'adhérence au traitement et pour la qualité de vie de nos patients. Donc nous avons rajouté un questionnaire qui est le SFQ, qui est uniquement dans la partie recherche, puisqu'il n'a pas été validé éthiquement dans la partie soins. Et nous avons commencé à regarder si les patients qui avaient plus de dysfonction sexuelle avaient plus d'inflammation. Et nous avons pu confirmer que non seulement 41% de nos patients rapportent des dysfonctions sexuelles, les plus fréquentes étant les troubles de l'érection et de la libido chez l'homme et les troubles de la libido chez la femme, et que ces troubles sexuels sont associés à plus de dépression, plus d'inflammation et aux traitements anticholinergiques, les traitements anticholinergiques ayant une action centrale sur la libido. Alors à partir de là, quelles sont nos perspectives ? Vous avez compris comme moi que l'idée c'est d'identifier des sous-groupes de patients qui ont des perturbations biologiques qui nous permettraient d'orienter certains traitements. Il est déjà très bien démontré dans la littérature que l'ajout d'un traitement anti-inflammatoire améliore la réponse au traitement dans la schizophrénie en ajout aux antipsychotiques. Et il y a une grande hétérogénéité, et une des raisons de cette hétérogénéité, c'est qu'on ne développe pas de biomarqueurs de réponse aux anti-inflammatoires. Il paraît intuitif de penser que les patients qui présentent le plus d'inflammation vont répondre le plus aux anti-inflammatoires, mais c'est très rarement fait dans les études cliniques jusqu'à maintenant. Donc l'idée serait de pouvoir identifier ces patients, et parmi les traitements que l'on peut proposer, les meilleurs bénéfices-risques sont pour les oméga-3, qui ont une propriété anti-inflammatoire, mais qui ne sont pas remboursés, avec 1 g d'EPA par jour au minimum, parce que c'est l'EPA qui a démontré son efficacité, notamment dans la dépression non schizophrénique. La vitamine D dont je n'ai pas parlé, la vitamine D est une hormone stéroïdienne qui module le système immuno-inflammatoire. Nous avons pu démontrer, je ne l'ai pas présenté ici, mais que les patients de la cohorte fait schizophrénie, 1/5 des patients avaient un déficit en vitamine D, et que la supplémentation en vitamine D est associée à une meilleure réponse sur les symptômes anxieux et dépressifs. Nous avons les modifications de l'alimentation. Donc nous commençons avec Ophélia Godin l'évaluation nutritionnelle des patients pour essayer de comprendre comment se nourrissent nos patients et comment proposer une amélioration de l'alimentation à visée anti-inflammatoire. Une méta-analyse a été publiée en 2018 dans Molecular Psychiatry qui montre que le fait d'avoir un régime alimentaire pauvre en aliments inflammatoires est associé à moins de symptômes dépressifs dans la population générale, 51 études incluses, une force statistique irréfutable. Donc il faut vraiment que nous allions maintenant plus loin sur la question de la psychonutrition. L'activité physique, j'en ai déjà parlé. Parmi les molécules anti-inflammatoires, le célécoxib est celle qui est la plus étudiée. C'est un anti-COX-2, donc il y a 2 cyclooxygénases dans l'inflammation. Je ne rentre pas trop dans le détail. Il y a eu tout un débat autour de l'aspirine à faible dose, qui est le seul anti-COX-1 que nous ayons à notre disposition. La minocycline, qui est un antibiotique qui a une pénétrance intracérébrale et qui a des propriétés anti-inflammatoires. Et la N-acétylcystéine, dont nous avons parlé ce matin en réunion de centre expert, qui a des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires avec une efficacité démontrée en ajout au traitement antipsychotique conventionnel. Nous pourrions aussi essayer de mieux développer nos marqueurs d'inflammation, parce que le problème de la CRP ultrasensible, c'est qu'elle est synthétisée par le foie, et c'est un peu la cascade finale de l'inflammation. Nous pourrions aller regarder par exemple l'IL6, qui est synthétisé en amont, et qui pourrait être potentiellement un marqueur plus intéressant de l'inflammation, mais qui n'est pas pratiqué couramment. Et ensuite, il y a la question de l'origine dans le microbiote intestinal, puisque le microbiote intestinal, lui aussi, est une source majeure potentielle d'inflammation, en lien non seulement avec la psychonutrition, mais avec les problèmes métaboliques, et notamment l'obésité abdominale dont nous avons parlé. Que faut-il retenir de tout cela ? 1/3 de nos patients en schizophrénie ont une inflammation périphérique de bas grade qu'on peut doser par une CRP supérieure à 3 mg.
Ces patients ont une inflammation qui est associée à plus d'exposition à des infections comme la toxoplasmose, mais ce n'est pas la seule infection qui a été associée à l'inflammation, mais c'est celle que nous dosons systématiquement dans les centres experts. Cette inflammation peut être modulée par les antipsychotiques, par les antidépresseurs potentiellement, avec un lien potentiel avec la dépression, par le tabagisme, par l'obésité abdominale et probablement aussi par l'alimentation, l'activité physique et le sommeil. Cette inflammation est associée à plus d'ultra-résistance, plus de troubles cognitifs. Et si on développait des stratégies anti-inflammatoires, potentiellement, on pourrait améliorer l'ensemble de ces dysfonctions chez nos patients qui souffrent de schizophrénie. Donc, je souhaitais vraiment remercier en premier le professeur Le Boyer qui a dirigé ma thèse autour de la question de l'inflammation dans la schizophrénie. Travaux qui ont été poursuivis ensuite donc, sur le réseau et qui sont encore en cours, comme vous le voyez, puisque donc, les effets secondaires sexuels sont en cours de publication. Et je souhaitais aussi remercier l'ensemble du réseau schizophrénie, parce que c'est un réseau qui est vraiment dynamique, aussi bien pour les personnes qui le constituent que pour la réflexion autour des données, puisque les données évoluent en fait. Donc la base FACE évolue et génère de nouvelles données chaque année. Et puis remercier surtout les patients et leurs familles, parce que c'est vraiment un partenariat également avec les associations qui est très important parce qu'elles nous permettent aussi, elles nous interpellent sur des problématiques de santé et nous pouvons ensemble réfléchir à la meilleure façon d'améliorer le soin. Je vous remercie pour votre attention. Bonjour messieurs et dames, mon nom est Robert Schoufer. Je suis psychiatre et professeur de psychiatrie à l'hôpital universitaire de Groningen, ce qui est dans le nord de la Hollande. Et je vais présenter une lecture sur l'importance de l'immunopsychiatrie pour développer des traitements personnalisés. Et je fais ça en réaction sur l'excellente lecture de Dr Guillaume Font, qui est le premier présenteur. Merci. C'est la première fois que je donne une lecture en français, alors je suis désolé si mon français n'est pas très français de temps en temps, mes diapositives sont en anglais, alors ça m'aide et ça vous aide peut-être aussi. Je suis très honoré d'être invité de penser sur des trucs très intéressants que Dr Font vient de présenter. C'est vraiment très intéressant parce que ça donne sur beaucoup de sujets qui sont très relevants, non seulement pour science, mais aussi beaucoup pour le traitement dans la clinique que nous faisons. Alors, où est-ce qu'on va? On va dans le nord. Il y a 4 sujets que je voulais parler. Premièrement, je suis vraiment impressionné par l'étude que Dr Font et Mme Le Boyer et tous les collaborateurs ont montée parce que ça devient de plus en plus riche. Ça commence avec une étude plutôt clinique et là on aide beaucoup de différentes visions, de différents assessments et ça améliore le résultat et aussi dans des randomized clinical trials, c'est pas possible de adresser la complexité d'une malade comment on le voit dans la clinique. Alors, ils sont très bien pour savoir quoi est la relation entre un facteur et un outcome, mais pas tout le spectre. Alors, ce sont des autres sortes de questions. Alors, c'est une grande studie. Vous suivez les malades pendant longtemps et c'est très productif. Ça sont des images du journal de Dr Font. Dans le nord de la Hollande, on a aussi une collaboration entre plusieurs centres
psychiatrique avec un centre académique et on a beaucoup des études qu'on fait ensemble et j'ai beaucoup d'expérience avec que le rôle que ça peut donner dans les collaborations aussi cliniques tous les jours. Par exemple, on a 2 cohortes psychose, une avec 2000 patients qu'on suit depuis 2015 et on perd des malades aussi, mais ça continue à to build et je crois qu'on pourrait comparer ce qu'on a trouvé dans ces cohorts-là et votre cohort. Il y a un autre qui est premièrement pour les gens qui commencent avec leur premier épisode de psychose. Et après, on les suit pour savoir quoi sont les prédicteurs, quoi est la prognose. Est-ce qu'on peut vraiment avoir une influence sur le prognose? Le prognostic, je ne sais pas, prognose. Aussi, on a regardé inflammation et on a trouvé, juste avec CRP, que the severity, alors la sévérité du symptôme de psychose, ils sont associés avec le CRP level. Et ça pourrait aussi donner une explanation sur l'influence prognostique. Et ça, c'est une étude sur dépression et anxiety disorders qu'on a fait déjà 12 ans. Et alors ça c'est un bon exemple. Je crois que maintenant, on a 500 articles dans la littérature. Mais ce n'est pas pour ça. Il y a beaucoup de cliniciens qui font une thèse ou qui font une PhD projet. Et avec une tellement riche data combinaison, c'est très facile de se poser une question comment de faire des recherches dans une étude qui est déjà là et qui continue à se développer. Et alors, quelques remarques sur la pathologie et immune dysrégulation. Et je voudrais zoom out, parce que ce n'est pas seulement psychose. Vous avez vu cette diapositive et vous avez entendu que inflammation est associée avec thérapie résistance. Nous, on a trouvé dans cette étude que je viens de présenter, NESTA, que là aussi, inflammation et aussi les signes de symboles métaboliques sont associés avec résistance, alors avec chronicité. Et il y a une très intéressante publication qui montre, par un groupe anglais, qui montre qu'il y a plus ou moins un tiers de malades qui sont traités partout dans mental health care qui ont une inflammation élevée. Et intéressamment, c'est dans toutes les diagnoses. Alors, c'est dans schizophrénie, c'est dans dépression, c'est dans anxiety disorder, c'est dans PTSS. Et probablement, tout ça est associé à... Alors, ça pourrait indiquer un subtype. Et ça aussi fait penser qu'il y a des phénomènes de psychopathologie qui ne sont pas uniques pour une diagnose. Et si on voit toutes les causes, ça c'est clair, parce que beaucoup de ces causes, ce sont des causes pour des gens avec des autres maladies aussi.
Et aussi des modèles, ça c'est un modèle pour bipolar, pour bipolarité. Mais là, on peut mettre schizophrénie, dépression, etc. Ça, naturellement, montre que nos classifications dans le domaine psychométrie, ils sont très bien, ils sont très exacts. Mais dans le domaine du vie réelle, de la biologie, il n'y a pas vraiment des délinéations qui sont très exactes. On ne trouve pas ça dans notre patient et on ne trouve pas ça dans les maladies parce que les frontières n'existent pas tellement entre les maladies. Et ça, c'est une publication dans Science de l'année dernière qui montre très joliment, je pense, que les maladies psychiatriques, quand on voit le GWAS, quand on voit la base génétique des maladies, ils sont tous ensemble. Mais au même instant, les grandes maladies neurologiques, ils sont séparés. Alors, il y a des chercheurs qui disent que psychopathologie, c'est le facteur P. Alors, on a le facteur P et après, peut-être, il se développe une maladie d'un tel ou d'un autre. Mais peut-être, ils ont une base commune. Alors, il y a beaucoup de discussions sur ça, mais on ne voit pas vraiment des frontières entre les maladies. Et ça, c'est intéressant, surtout quand on regarde l'inflammation comme mécanisme, parce que c'est un mécanisme dans tout le monde. Et on peut s'imaginer qu'un système inflammatoire dysrégulé a un effet de beaucoup de maladies différentes. J'aime bien cette, je ne sais pas si vous le voyez, mais j'aime bien cette publication. Ça, c'est le Kraepelinien dichotomie. Ça vous dit quelque chose? De Kraepelin, il a dit bipolaire, schizophrénie, etc. Ça, c'est le niveau de symptômes. C'est là où nous, on travaille. C'est la surface. En bas, il y a les gènes. Et entre les deux, il y a tous les process physiologiques et pathophysiologiques qui peuvent jouer un rôle. Et ce que j'aime à cette image est que ça montre la complexité dans laquelle on se trouve. C'est possible que l'inflammation indique un subtype, un spécifique, et que ça aussi, qu'on peut se servir pour traiter des gens d'une façon plus personnalisée. Quand on focus, ce n'est pas un mot en français, sur inflammation. Alors, par exemple, on a vu que dans des patients avec dépression, ceux qui avaient des niveaux de CRP élevés, et aussi quand ils avaient CRP, IL-6, TNF-alpha élevés, ça augmentait la chance de développer une bipolar disorder dans deux ans après. Alors, il est possible que ça indique un subtype et que la dysrégulation vient avant des symptômes de bipolarité. Et il faut le reproduire, certainement, mais il est pensable, on peut imaginer qu'un jour, on peut dire « mais votre chance de devenir bipolaire sont très élevées, alors on va peut-être vous traiter comme un bipolaire. Et peut-être ça va aider les clients parce que peut-être ils ont moins de manie, par exemple. » On a aussi vu que ce qui va très bien avec, vous avez raconté, des gens qui ont eu du stress et aussi de peripheral inflammation à l'âge de 9 ans, ils ont une
chance élevée d'avoir psychopathologie quand ils sont adultes. Il y a beaucoup d'études qui montrent ça. Là, on a parlé d'inflammation périphère, cytokine, le sang. Mais certainement, il y a une inflammation centrale, neuroinflammation. Et ils sont relatés, mais les moyens de communication entre les deux, ils sont très complexes. Je n'ai pas le temps de l'expliquer, en plus, je ne comprends pas tout à fait, c'est vraiment très complexe. Mais quand on voit les microglia, l'activation des microglia dans le cerveau, alors neuroinflammation, ça aussi est relaté à psychopathologie. Par exemple, il paraît que les microglia dans schizophrénie, ils sont activés. Et on peut voir ça par faire des PET scans, PET imaging. Et par exemple, on a fait une méta-analyse des études, des recherches qui ont fait du PET neuroimaging en schizophrénie. Et on a trouvé que globalement, ça c'est un effet élevé. Intéressamment, on a trouvé ça aussi ça c'est de notre groupe, en malade bipolaire. Alors, il n'y a pas une vraie différence entre les deux, surtout dans le hippocampus, on l'a trouvé. Et ça veut dire que quand on pense à inflammation, il faut certainement ne pas oublier les cerveaux et les relations entre les deux. Et aussi, il y a beaucoup plus des études maintenant qui montrent que ce qu'on mange, que le gut a des connexions directes avec tout ce qui vient dans le cerveau. Je ne connais pas le mot. Et le troisième sujet, ce qui m'a beaucoup intéressé, est-ce que ça pourrait avoir des conséquences pour la façon dont on traite notre malade. Et vous avez déjà montré des exemples. Avec les infections et toxoplasmose, la première fois, c'est peut-être pas avoir le chat. Mais je crois que c'est très compliqué, ça. Mais s'il y a les chats, je vais vous montrer une étude, une recherche qu'on est en train de finir, qui a la même idée, mais avec herpes simplex, c'est un autre virus qui est associé avec psychopathologie. Et un de mes collègues, il s'est dit, alors, il y a neuroinflammation qui est associée avec schizophrénie. Il y a herpes infections qui sont associées avec neuroinflammation, avec psychose, avec une basse cognition. Qu'est-ce qui se passe si on traite herpes simplex centrale avec inflammation, psychose, cognition? Alors, on vient de finir cette étude. Malheureusement, je ne peux pas vous montrer les résultats parce qu'on est en train de les analyser. Mais ce qu'on voit maintenant est que pour la clinique, c'était pas une grande étude parce que c'était une étude très compliquée parce que les malades, ils étaient dans un épisode psychotique parce qu'il fallait qu'ils aient des symptômes de psychose. Alors, et PET scan et médicaments, mais on leur a traité avec du valacyclovir pour traiter une infection possible, centrale, et pour voir si c'est réversible ou pas. Parce que le fait qu'on trouve une association ne dit pas que cette association est encore modulable. Modulable, merci. Et aussi, ce qui est très intéressant est de penser sur les effets
psychiatriques, des médicaments que tous les docteurs prescrivent pour des conditions inflammatoires. Alors, drug repositioning, on appelle ça. Il y en a beaucoup. Je ne vais pas tous les lire, mais vous les connaissez. Un de mes collègues a fait quelques méta-analyses pour voir les effets en schizophrénie. Je vais les montrer vite. Par exemple, aspirine, c'est ce que vous avez dit aussi. C'est possible, il y a 2 études, mais il avait un résultat sur le psychose. C'est le Coxib, c'est pas conclu en schizophrénie. Intéressamment, en dépression, il paraît que ça marche mieux. Les statines sont intéressants, mais là, c'est pas, la relation n'était pas statistically significant, mais il n'y avait que des études, que peut-être ça va changer. Nous, on fait une étude avec simvastatine dans les malades schizophrènes. Et N-acetylcystéine, je crois que c'est très important, comme vous avez déjà dit, c'est antioxydant, anti-inflammatoire et aussi glutamatergique. Minocycline, c'est peut-être le candidat avec le plus tôt de points à ce moment-là. Quand on voit dans dépression, dans des maladies de mood, humeur, merci. C'est plus ou moins la même, et je voudrais vous... c'est peut-être pas très facile à lire, mais il y a une méta-analysis dans Molecular Psychiatry l'année dernière qui aussi montre qu'il y a une promesse de certains anti-inflammatory drugs pour des gens avec des maladies psychiatriques. Et quand on pense à personalized medicine, je pense que la littérature suggère qu'il faut mieux, on a plus de chances si on essaye ces médicaments dans des gens qui sont thérapie résistants et qui ont aussi signes d'inflammation élevée. Et nous, on fait une étude avec N-acetylcystéine, et je crois que vous le connaissez très bien, avec un groupe avec lequel on a une collaboration en Chine, et on a choisi les gens qui n'ont pas eu une réponse à 1 ou 2 antidépresseurs et qui avaient un niveau un peu élevé de CRP. Alors le top 30%, mais pas les gens avec CRP 10 ou 20, parce que ça c'est infection acute, mais dans le niveau normal, mais un peu élevé. Et je ne sais pas, il y a des études dans la littérature qui ont montré que, par exemple, N-acetylcystéine, mais aussi infliximab, ça n'est pas efficace quand on le donne à tous les gens avec dépression, mais on a fait des analyses du subgroupe dans 7 subgroupes, et là, il paraît, mais c'est analyse secondaire, il paraît que ça pourrait marcher. C'est pour ça qu'on est très intéressé. Et l'inverse est vrai aussi, comme vous avez très bien montré, il y a des médicaments que nous, on prescrit dans la psychiatrie qui ont des effets sur le système immuno. Et on ne se rend pas toujours compte que ça c'est le cas. Et à part de ceux qui ont déjà été discutés, je crois que le lithium est aussi intéressant. On a fait une étude dans les maladies bipolaires et on a trouvé que CRP n'était pas prognostique pour leur
pour de nouveaux épisodes, mais peut-être, parce que presque tout le monde était traité avec lithium, peut-être quand on traite les gens avec lithium, l'indicateur ne marche plus parce qu'il est déjà couvert, il est déjà pris en charge. Alors, comme je vous ai dit, j'étais impressionné par les recherches présentées et que vous le faites ensemble, cliniciens et rechercheurs. Et je crois que ça donne inspiration à les deux camps de temps en temps. Il faut pour avancer en spécialité, il faut collaborer dans des projets comme ça. Et aussi, je vois peut-être du potentiel pour collaborer aussi dans des études. Par exemple, nous, on a une collaboration avec le professeur Leboyer sur, ça s'appelle Mood Stratification et avant Mood Inflame. C'est le focus, aussi la dysrégulation de la système immune dans des gens avec des maladies d'humeur bipolaires et unipolaires. Et là, on est en train de aussi construire un cohort et dans la deuxième phase, on va essayer si des médicaments spécifiquement immunorégulatoires sont efficaces dans une subgroupe. Alors, exactement comme j'ai expliqué avant. Je crois que c'est très important, ça pourrait être très intéressant de comparer les cohorts qu'on a et peut-être standardiser les assessments ou les biomarqueurs pour voir si on peut répliquer les résultats, parce que c'est beaucoup plus fort quand il y a vraiment de réplication dans des autres cohorts. Et je crois aussi que peut-être on pourrait faire clinical trials ensemble, parce que ça c'est toujours très compliqué, il faut beaucoup de gens pour aider. Et je crois aussi qu'avec l'Europe, tant que ça existe encore, je vois aussi des possibilités de faire une alliance dans des différents pays pour spécialement les études de cohort en combinaison avec des randomized clinical trials qu'on peut nester dans le cohort. Oui? OK. Alors, comme ça, on a les deux. On peut prendre une groupe dans le cohort et dire, cette groupe, on le connaît bien et on l'a déjà caractérisé et on va essayer un nouvel traitement et on peut comparer le prognose de cette groupe contre le reste du cohort. Et nos collègues en oncologie, ils le font comme ça, en Hollande et probablement aussi en France. Tout le monde est inclus dans un cohort et comme ça, on apprend beaucoup plus vite comment ça marche et comment on peut améliorer nos traitements. Alors, mes take-home messages. C'est impossible. Peripheral inflammation is found in 1/3 of psychiatric patients. C'est associé avec treatment resistance. Est relaté à neuroinflammation centrale et est un moyen d'identifier des subgroupes qu'on peut traiter plus précisément. Mais il y a encore du boulot à faire. Merci beaucoup.